Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche 16 juin 2024, je vous propose avec grand plaisir une vidéo de commentaires avant-programme du NIF, le festival à Neuchâtel. Donc, le programme va être diffusé dans 4 jours, le 20 juin, et je souhaitais vous faire un petit topo de ce que je pense de ce festival. Donc, tout d'abord, l'acronyme, pour ceux qui ne connaissent pas trop, le NIF. En français, on pourrait dire le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Et en anglais, Neuchâtel International Fantastic Film Festival, d'où l'acronyme NI3F, compte tenu du fait qu'en français, ça n'est pas très glamour puisque ça ferait FI2FN. Donc, voilà. Donc le NIF, c'est quoi? C'est un festival de films d'épouvante, d'horreur, de films étranges, de films fantastiques, de films un peu bizarres, poétiques, ésotériques, trash, percutants, provoquants. Il y a toute la gamme, toute la palette dans ce registre, ce qui en fait un festival passionnant et très intéressant et unique en son genre. Donc ce festival a commencé en l'an 2000, première édition. En 2001, il y a eu une interruption suite au fait que le festival manquait de moyens financiers. Et ensuite, à partir de l'année 2002 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2024, chaque année, le festival propose une édition. Donc pendant que je vous parle, je vous mets dans l'ordre chronologique quelques affiches des précédentes éditions que vous pouvez retrouver sur le site NIF, ni3f.ch, dans la section des archives. Et des affiches qui sont très belles, souvent avec des beaux designs, des belles idées. Donc dans ce festival, il y a du cinéma, mais il y a aussi un côté questionnement sur l'image, la technologie cinématographique qui moi personnellement m'intéresse beaucoup moins, voire pas du tout. Moi j'aime l'imaginaire, j'aime le résultat final et je comprends bien que les professionnels s'intéressent à ces questions et il le faut bien entendu pour pouvoir créer un film dans toutes ces thématiques techniques. C'est important, mais moi alors l'art est difficile et la critique est facile, j'aime à le répéter. Mais je m'intéresse au résultat final, en toute subjectivité. Donc j'allais dire que, effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire. Dans le sens que quand on voit un film par exemple comme The Descent, l'histoire de jeunes femmes archéologues qui descendent dans des cavités pour explorer, et elles sont confrontées à une menace très hargneuse, des créatures très puissantes et très agressives et dangereuses. Donc ensuite, ce film est excellent, très percutant. Et ensuite, de voir un making-of où on voit les acteurs déguisés en créatures, faire copain-copine avec les actrices et boire le café, manger un sandwich. Personnellement, moi, je ne trouve ça pas très intéressant. Enfin, c'est un avis personnel, naturellement. Ensuite, dans ce festival, il y a donc des films, des gros films, des petits films, des films obscurs, des grosses pointures, des auteurs qui ont été invités. C'est un festival passionnant qui a vraiment une renommée qui n'a fait que croître d'année en année à juste titre. Cependant, je voudrais souligner deux menaces, à mon sens, deux dangers qui guettent de plus en plus ce festival. Et je dirais que la première menace pour ce festival à moyen terme, c'est ce que j'appelle moi la boboisation du festival. Ce côté bobo. Alors les bobos, on parle des bobos à Paris, mais il y en a partout. Il y en a ici en Suisse, il y en a dans le monde entier. Alors, loin de moi l'idée de stigmatiser ces gens-là, mais je dirais,
Ce que je souhaiterais en décrire, c'est des films quand même assez ennuyeux. Des films empoulés, des films où il ne se passe pas grand-chose. Pas de scénario, ou peu, ni de réalisation, des acteurs bricolés. Le genre de film qui pollue à foison les festivals de cinéma qu'on dit sérieux, qu'on dit célèbres, comme Locarno, ici en Suisse, dans le Tessin, Cannes en France, Berlin en Allemagne, Venise en Italie, tous ces supposés grands festivals où, à mon sens, il y a très souvent ce genre de films que je viens de décrire, c'est-à-dire des films pas très intéressants, voire terriblement soporifiques. Alors naturellement, il y a des rares exceptions, comme par exemple en 2018, l'inénarrable Lars von Trier nous a pondu un film bien trash qui s'appelle The House That Jack Built, qui a été diffusé à Cannes donc en 2018, et on peut dire que c'est un film assez couillu, vous me pardonnerez l'expression. Même si Trier tente de justifier les horreurs qu'il montre par un salmigondis de références artistiques, peintures, œuvres scripturales, œuvres littéraires et des références et des faits historiques. Donc là, c'est le côté bobo, justement, le côté ennuyeux. Par ailleurs, ouais, le film sombre dans le lénifiant à cause de cet aspect-là. Par ailleurs, il y a des citations. Hein, alors les gens, ils ont fui le cinéma, ils ont été horrifiés par ce film. Bon, c'est un film bien trash, c'est vrai. Cependant, Trier a bien recyclé ce que l'on a déjà vu auparavant. Donc par exemple, les enchevêtrements de corps que l'on voit dans le film. C'est une idée qu'il y a déjà eu dans le passé, par exemple, avec un film de Brian Yuzna en 1992 qui s'appelle Society. Ou bien, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, Pieces, le sadique à la tronçonneuse en 1982 de Juan Piquer Simon. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet. Où on voit aussi un tueur qui a l'obsession de créer on ne sait pas trop quoi. Dans le film de Trier, on va dire que c'est une œuvre avec cet enchevêtrement de corps. Donc, de même que dans ce film, l'on voit deux enfants abattus par le tueur en série avec une arme, mais là aussi, dans le passé, George Romero avait déjà choqué son monde à l'époque en filmant exactement la même chose dans son très célèbre Dawn of the Dead en 1978. J'en ai parlé aussi dans ma série des vidéos de René Château. Et où le film Zombie, en français ça s'appelait Zombie, Dawn of the Dead, où on voit aussi cette grosse provocation. Cependant, c'est quand même une exception parce que ce film de Lars von Trier, malgré ses divers emprunts et recyclages, demeure quand même assez percutant. Notamment les obsessions maniaques de l'assassin, le contrôle, tout doit être parfait, contrôlé, maîtrisé, au millimètre, et ça nous donne quelques scènes dantesques. Par exemple, à un moment donné, le tueur a un rendez-vous galant avec une dame dans un appartement et celle-ci est toute émoustillée parce qu'en plus, évidemment, c'est un bel homme charmeur, l'acteur est très charmeur. Et tout d'un coup, quand la dame enlève son haut, donc lui, il va prendre un stylo, un espèce de gros feutre, et il va commencer à faire des pointillés autour des seins de la dame en question. Et là, celle-ci tombe des nues et est complètement stupéfaite, et à juste titre.
Et il y a un décalage total entre ce qu'elle espérait, elle, un rendez-vous d'amour, et lui qui sombre. Il passe du registre galant et amoureux au registre de la folie du tueur. Donc voilà, alors, à part cette exception, et il y a d'autres exceptions qu'on peut trouver dans ces festivals dits sérieux, très souvent quand même, c'est plutôt l'ennui et le très convenu qui est le soporifique qui domine dans ces festivals, et le NIF peut sombrer là-dedans. C'est un des dangers du NIF. Voilà, le deuxième danger pour ce festival, le deuxième axe du mal, pour paraphraser notre ami George Bush Jr., c'est quand même ce que j'appellerais, comment je pourrais décrire ça? Je dirais une propension de plus en plus lourde, assommante, depuis environ une bonne dizaine d'années, à porter au nu, limite idolâtrie, toutes les exceptions sociétales et toutes les revendications victimaires, d'où qu'elles viennent. Donc, ça c'est une deuxième grosse tendance ces récentes années dans le festival du NIF, et sans doute partout ailleurs, c'est général, c'est mondial, mais il y a cette tendance de plus en plus lourde, avec derrière des groupuscules qui sont, disons-le clairement, fortement financés, encouragés, mis en avant. Les médias s'en donnent à cœur joie, quasi quotidiennement. Ça pollue même les écoles primaires, c'est vous dire. Des groupes de personnes qui se sentent victimes, qui en ont gros sur le cœur, quelles que soient les raisons, qui veulent que la terre entière le sache, qui revendiquent, qui protestent, qui usent de prosélytisme agressif et coercitif et veulent phagocyter au sens de la phagocytose toute expression artistique, sorte d'autocratie de la victimisation. Alors, se greffe à cela des questions sociétales, environnementales, des thématiques politiques. À mon sens, toutes ces thématiques devraient rester à la périphérie. Elles devraient rester périphériques. Elles devraient même rester dans l'ombre. Parce que c'est, à mon sens, hors sujet dans un festival de films fantastiques, de films d'horreur, de films étranges. Ça doit rester à la périphérie, voire dans l'ombre, c'est mon avis. Parce que figurez-vous que on peut tous se sentir victimes. Vous, moi, victimes de ce que l'on considère comme injuste, victimes des errances identificatoires qui peuvent nous habiter, nous torturer l'esprit, victimes des femmes, victimes des hommes, victimes de tout ce que l'on considère comme injuste. Donc, toutes ces personnes, elles veulent de la reconnaissance, de l'empathie, de la compréhension. Ok, c'est bien entendu. Il n'y a pas de problème. Nous voulons tous de l'empathie, du respect, au minimum du respect. C'est normal. Mais quand ça devient très lourd, quand ça devient financé, quand ça devient de plus en plus prégnant, il y a un problème. Parce qu'il faut bien dire que dans ces groupuscules, j'appelle ça moi des groupuscules très actifs dans ce registre de la victimisation, certaines personnes dans ces groupes, pas toutes, mais certaines, souhaitent aussi quand même un financement, des subventions, le plus possible, de l'influence, du pouvoir. Et ces personnes, parfois, veulent détruire les autres, les culpabiliser, leur imposer leurs tourments, leurs dérives, leurs errances.
il y a là-dedans une position extrêmement narcissique. Et même, je dirais, d'enfant gâté. Et nous autres, simples spectateurs, on nous prend au piège de ces thématiques clivantes, très singulières et périphériques. Donc ces groupuscules victimaires et sociétaux corrompent l'essence même du festival par la bêtise et l'enfantillage au détriment du plaisir. Tout simplement le plaisir des films, le plaisir du cinéma, le plaisir ludique. On se fait plaisir, on va voir un film bien percutant, un film trash, un film qui fait rêver. Mais on se fait plaisir et sinon ça devient très lourd, ça devient pesant au détriment du plaisir. Donc, je voudrais adresser un message aux personnes qui sont derrière ces mouvements de victimisation, quelles qu'en soient les raisons, qu'ils pensent tous très justifiés. Ok, pourquoi pas. Mais je voudrais adresser un message à ces gens, à ces personnes, très aimablement, en leur disant qu'il faut bien avoir conscience que si on porte au nu toutes ces thématiques et ces démarches victimaires, elles suscitent aussi beaucoup de ressentiment au sein de la population. À force de mettre en lumière l'exception, le périphérique, et même la niche dans la niche, j'ose le dire, on augmente la stigmatisation paradoxalement, voire la haine. Autrement dit, ça produit l'effet exactement inverse de ce qui est recherché par ces gens. L'inverse de ce qui est sollicité, de ce qui est demandé, c'est-à-dire l'empathie, la compréhension. Au contraire, on entretient la haine. C'est mon avis, et ces gens-là ne le comprennent pas. On peut même penser que certains d'entre eux ont une jouissance de la provocation, du désordre provoqué par cet étalage constant de victimisation et d'exception. Alors me direz-vous, pourquoi ces tendances délétères que je viens de décrire à ma façon? Alors, la boboisation et la bien-pensance, d'un côté, et d'autre part, la victimisation. Alors je dirais que la première raison, pour le premier axe, je dirais que c'est le conservatisme et la force médiatique écrasante. Les fourches codines du nivellement de la pensée et de la culture pour cet aspect boboisation et j'allais dire presque lobotomisation. Donc voilà, pour le premier problème, je dirais qu'il y a cet aspect-là. Et pour l'aspect victimisation, pourquoi? Eh bien, d'après moi, je dirais que la raison en est des identifications vaseuses, incertaines, des vacuums affectifs. L'idée de ne pas choisir, de ne pas être, ne pas trancher, ne rien heurter, et donc de ne rien transformer, de rester enfant ou adolescent, de changer d'optique et de tout au gré des circonstances. Voilà quelques pistes, des hypothèses et des considérations que je livre à votre perspicacité pour essayer de comprendre d'où ça vient, ces deux tendances. Donc, voilà, il y a ces deux axes qui peuvent détruire le festival. Et il ne faut pas oublier que, plus généralement, dès qu'il y a une force au sens littéral du terme, une force intense, excessive, abusive, assommante, elle produit son contraire. Dès qu'il y a de l'excès, il y a de la révolte, de la contre-contestation, voire bien pire. Voilà. Donc en résumé, le festival du NIF est menacé d'extinction à terme par ces deux problématiques, à mon avis.
Cependant, ça reste un festival très intéressant, très excitant, tant qu'il demeure dans le subversif, le dérangeant, le plaisir ludique, le plaisir coupable, le sale, le trash. Par exemple, cette autodestruction dont je parle, elle est arrivée au festival Black Movie dans le canton de Genève. Dans la ville de Genève, il y avait ce festival. J'y suis allé certaines années où il y avait une identité, il y avait un côté personnel, des films subversifs. Et les deux tendances dont je parle ont bouffé littéralement le festival au point que depuis au moins 8 ans, je ne regarde même plus le programme, je n'y vais plus, ça n'a plus aucun intérêt. C'est une perte de temps. Voilà. Donc bien entendu, je ne souhaite pas ça pour le NIF qui demeure, l'édition 2023 l'a démontré, qui demeure un festival qui a encore beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que je vais à nouveau y aller. Et dans l'histoire du festival, nous avons une flopée de films intéressants, des souvenirs marquants. Cela demeure un festival passionnant, passionnant. Des invités de prestige. Donc voilà, donc le NIF, 23 ans de films obscurs, célèbres, des tas de chefs-d'œuvre. Je vous renvoie aux archives à nouveau, ou très humblement, je vous renvoie à mes modestes interventions depuis 2022, dont vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo pour les personnes qui apprécient mes petits commentaires quotidiens sur les films que je visionne sur place, et je les en remercie. Je serai donc sur place pour l'édition 2024. Pour ceux d'entre vous qui voudraient y aller maintenant, c'est assez difficile, les hôtels sont bookés depuis 100 000 ans, depuis des mois. Si vous faites des one-shots en week-end ou en soirée, là c'est encore faisable. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je tâcherai au mieux de vous faire un petit topo chaque jour. Plus que jamais, vous pouvez compter sur moi pour taper sur les films nazes, pour dégommer et pilonner toute la bien-pensance, obligatoire et contemporaine et bien dégoulinante, alors que tout le monde n'en pense pas moins, en général. Donc, je pilonne, mais j'essaye toujours de le faire dans le respect des personnes et dans la mesure du possible, dans la considération de leur réalité psychique. Autrement dit, la réalité du vécu de la personne. Dixit René Roussillon, que j'ai déjà cité, un théoricien de grande valeur que je vous recommande, dont je vous recommande l'œuvre ou les conférences sur YouTube. Et je remercie au passage Emma Schmidt et son très aimable commentaire, merci infiniment, à l'évocation de René Roussillon. Donc je pilonne, j'essaye de dire ce que je pense des films, je me fais plaisir, j'espère vous faire plaisir aussi. J'essaye d'avoir une position de sagesse, une position au-dessus de la mêlée. Je ne dis pas que j'y arrive, naturellement, mais c'est en tout cas mon ambition. Et donc, pour terminer, la grosse surprise cette année 2024, c'est l'invité d'honneur Asia Argento, un personnage pour le moins. Donc, 20 ans après Dario Argento, que j'ai vu en personne au festival du NIF en 2004, venu présenter Il Cartaio, The Card Player, un très bon giallo, très honnête. Sa fille débarque, Asia Argento. Alors, le site du NIF, le site internet, est dithyrambique sur Asia Argento. À mon avis, c'est un petit peu exagéré. Alors, ils nous font une liste interminable de ses talents réels ou supposés. Ça en est presque un petit peu comique.
Il manque plus que astronaute, biochimiste, enfin, vous me pardonnerez cette petite blague au passage. Mais, bon, alors Asia Argento, elle a fait un film en 2000, en l'an 2000, qui s'appelle Scarlet Diva. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que notre amie Asia Argento n'a de loin pas hérité du talent de son père pour ce qui concerne la réalisation. Puisqu'on peut dire que ce film n'a ni queue ni tête, ni scénario. Le seul intérêt du film, c'est de voir la demoiselle Asia Argento dans le plus simple appareil. Et oui, je suis un homme. Et je salue et je vénère la beauté des femmes, pas que, quand elles ont du talent, je le dis. Mais là, en l'occurrence, dans le film d'Asia Argento, le seul intérêt, c'est de la voir dans le simple appareil, à un moment donné où elle se rase les jambes. Voilà. En plus, le terme Scarlett, ça renvoie à autant n'emporte le vent, donc on peut supposer une relation très fusionnelle entre le père et la fille, je vais y revenir, puisque dans Autant n'emporte le vent, on a 4 heures d'histoire d'amour. Alors bien sûr, il y a la guerre de sécession, les sudistes, les nordistes, mais il y a beaucoup d'amour. C'est quand même une très forte histoire d'amour, avant tout, quoique la bien-pensance a décrié ce film. Donc Scarlett et Diva, le côté narcissique, donc la fille à son papa, hein, la princesse, la diva, Scarlet Diva. Alors, naturellement, je comprends bien que Dario Argento vénère, j'allais dire, sa fille, je le pense. Et je le comprends tout à fait, puisque moi-même j'ai une fille qui est très belle, donc c'est pas toujours évident à gérer. Mais la nature, les fées, se sont penchés sur son berceau et lui ont donné la beauté, de même que Asia Argento a hérité de la beauté de sa mère, Daria Nicolodi, qui était très belle, actrice qui était donc avec Dario Argento de 1974 à 1980. D'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote. Si vous revoyez, j'ai revu récemment Les Frissons de l'angoisse, où Dario Argento a fait jouer celle qui allait devenir sa compagne, et qui était déjà sa compagne d'ailleurs, puisque dès le casting, ces deux-là se sont trouvés et aimés. Et à un moment donné, Hemmings, le journaliste qui enquête dans le film, dit à Daria Nicolodi, au sujet des femmes, il dit « Elles sont délicates, elles sont fragiles, elles sont sensibles. » Et Daria Nicolodi rigole, elle se moque de lui. Et elle répète, en italien, elle dit « Delicato e fragile ». Et elle a raison de se moquer de lui, puisque Dario Argento, qui est un visionnaire au talent énorme, présentait dans ce film un tueur qui est une femme, une tueuse. Et dans les traits d'une petite bonne femme, comme ça, toute discrète et qui a l'air un peu sotte, mais qui est en réalité une tueuse redoutable qui dégomme tout ce qui bouge dans cet excellent giallo que je vous recommande de revoir, avec donc la très belle Daria Nicolodi. Donc voilà, Asia Argento a hérité de la beauté de sa mère. Donc là, je comprends la fascination de son père, d'autant que Daria Nicolodi et Dario Argento se sont séparés en 1980, donc on peut supposer, c'est une hypothèse de ma part, qu'il y a eu une relation entre le père et la fille, on va dire un peu quasiment incestueuse, on va dire très étroite, de fascination l'un pour l'autre, ce qui est compréhensible, mais on peut abonder dans ce sens simplement dans le fait que Dario Argento a fait tourner sa fille un nombre invraisemblable de fois, encore l'année dernière, dans le controversé au sens de la qualité, hein, pas dans le sens de ce qui est montré dans le film, on va dire le très inégal Occhiali Neri. Alors, entre parenthèses, une fabuleuse musique de Arnaud Rebottini.
Par ailleurs, dans The Card Player Il Cartaio, fabuleuse musique de Claudio Simonetti, donc je vous renvoie à ces deux musiques magnifiques. Donc on peut comprendre que le père Dario soit complètement fasciné, voire obsédé par sa fille. Il suffit de voir le syndrome de Stendhal pour voir qu'il a tourné sa fille dans des scènes très osées quand même. Je vous renvoie au film. Donc, une fascination l'un pour l'autre, une relation très étroite, limite, très limite, mais bon. Donc on peut penser que la demoiselle Asia Argento a une personnalité quand même assez tourmentée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors si vous voyez Scarlett Diva, vous voyez que c'est le grand n'importe quoi et on peut se dire que ce film ainsi que la personnalité de la réalisatrice reflètent ce tourment, ce côté très tourmenté. Par contre, au crédit d'Asia Argento, ça on ne peut pas lui enlever, outre que c'est une très belle femme, c'est une excellente actrice. Alors ça, il n'y a pas de problème. Elle est très bonne. Dans les divers films tournés par son père, elle assure. Elle est excellente. Et justement, typiquement, les gens tourmentés, elle est parfaite pour être actrice. Je la vois plus actrice que quoi que ce soit d'autre, réalisatrice ou Dieu sait quoi d'autre. Mais donc c'est cool de l'inviter, ça reste quand même un personnage. On peut même penser que le festival veut, à travers elle, à nouveau faire écho à son père. Ah, c'est pas très sympa peut-être de dire ça comme ça, mais bon, je soupçonne quand même que dans l'organisation du NIF, il y a eu cette idée, tout sous couvert de provocation, parce qu'évidemment Asia Argento, c'est un fort caractère, une forte personnalité, très tourmentée. Voilà, mais ce sera vraiment avec un grand plaisir que nous accueillerons et que nous verrons Asia Argento au NIF. C'est une femme remarquable, belle, très bonne actrice. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo de commentaires d'avant-programme. Donc le programme c'est bientôt. Et je vous dis merci et à la prochaine.